compare, on prend, on teste, on utilise. Puis on jette, on remplace et on amasse. Pas seulement les choses, les personnes aussi. Nos relations amoureuses et sexuelles sont à l'image de la société de consommation dans laquelle nous avons grandi. Pourtant, nous voulons être aimés. Être aimés durablement, être aimés pour ce que nous sommes. C'est notre désir le plus profond. Alors pourquoi y renoncer puisque c'est possible de le réaliser? Je suis Thérèse, la cofondatrice de SEM, et vous écoutez Love Care, le podcast de l'amour durable. Elle aime ses enfants, son mari, le chocolat. Elle aime la glaire cervicale. Elle aime les femmes, les barbecues l'été, le côte rôti, le houmous, le no-bra aussi. Elle aime allaiter. Bonjour Lorraine. Bonjour Thérèse. Je suis ravie de te rencontrer. Merci, moi et aussi. je tenais vraiment à te rencontrer parce que je voulais te remercier. Te remercier pour ton travail magnifique que tu fais surtout en ligne. Tu as créé une plateforme qui s'appelle Émancipée et tu informes les femmes et les hommes sur tout ce qui concerne le cycle féminin. C'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Et cette proposition, cette information, elle me semble tellement nécessaire à notre époque. Alors, peut-être pour te présenter, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu es arrivée à passer ton temps, tes journées, à parler du cycle féminin? D'où t'es venue cette passion pour le corps féminin? Écoute, c'est une passion, je pense que j'ai toujours eue, parce que j'ai toujours été passionnée. J'ai un grand frère, tu vois, le jour de son mariage, je repensais à ça l'autre jour. Sa femme a fait un discours en disant, en me remerciant pour dire qu'elle avait jamais rencontré un homme qui connaissait aussi bien les femmes et qui savait aussi bien parler des règles. Et c'est vrai que je pense que ça m'a toujours passionnée. J'ai toujours parlé de ces sujets-là. Après, c'était pas ma voie sur laquelle j'étais prédestinée, puisque moi, j'ai fait des études, j'ai fait Sciences Po Paris, j'ai été avocate, j'ai travaillé en entreprise, en direction juridique, en affaires publiques aussi. Donc, c'était pas, voilà, il y a une petite dizaine d'années où j'ai fait des choses qui n'avaient rien à voir, mais en ayant toujours cette passion-là en parallèle, et puis en étant toujours, voilà, la fille qui dénote un peu parce qu'elle mange plus sain que les autres au bureau pendant que tout le monde se fait des nocturnes pizza. Moi, j'essayais d'amener des plats un peu plus équilibrés. Voilà, j'ai toujours fait attention à ma santé. Et ça te vient de ta famille? T'avais des parents j'ai une maman, j'ai une maman qui est très... T'avais initié à tout ça? Exactement, qui est très bio, méo, tu vois. On n'est pas d'accord, donc c'est-à-dire que t'as quand même grandi dans un univers avec, au niveau de l'alimentation, de la santé, plutôt se tourner vers des choses plus naturelles, on va dire. Une vraie sensibilité vers ça. Après, comme tout le monde, j'ai mangé n'importe quoi quand j'étais étudiante. J'ai beaucoup trop bu, j'ai même fumé à certaines périodes de ma vie. Enfin voilà, je pense qu'on a un cheminement qui passe par plein d'étapes qui sont nécessaires. Mais j'ai toujours eu cette sensibilité-là. Et du coup, en fait, j'ai travaillé beaucoup. J'ai adoré intellectuellement, mais je pense qu'à un moment donné, je me suis dit que c'était peut-être pas ça toute ma vie, que c'est pas comme ça que je voulais construire, en tout cas, ma vie de famille, etc. Donc, avec mon mari, on a pris la décision de tout plaquer fin 2016. On a fait un tour du monde pendant 1 an. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me former parce que j'avais plein de temps, le cerveau complètement disponible pour ça. Donc, j'ai commencé une formation en ligne en naturopathie. Et après, j'ai continué. Et puis, en fait, à partir de là... Quand on est rentré, j'ai repris un job dans le juridique parce que c'était nécessaire à ce moment-là, mais j'ai continué plein de formations. Je me suis formée en méthode d'observation du cycle, donc la glaire cervicale que tu citais tout à l'heure, j'imagine, dont on va reparler, mais voilà, pour apprendre à décrypter la fertilité, les périodes de fertilité d'une femme. Attends, je t'arrête, mais pourquoi tu as voulu te former pour apprendre cette observation-là? Qu'est-ce qui s'est passé Alors, parce que déjà, je pratiquais, moi, en autodidacte, c'est-à-dire que assez vite, j'ai arrêté la pilule, alors même que j'avais pas du tout de désir de grossesse, mais parce que éthiquement parlant, ça me gênait de prendre ce médicament-là. En plus, j'ai eu une maladie de la thyroïde qui est assez courante, mais j'avais un traitement pour la thyroïde qu'on m'a présenté comme à vie, un traitement hormonal. Donc, je me disais, je vais pas me prendre une double dose d'hormones toute ma vie. Donc je m'étais formée en autodidacte en méthode d'observation du cycle que je pratiquais très bien. Mais c'est vrai que ça m'intéressait d'aller plus loin, d'avoir des outils pour être capable de l'enseigner. Et puis moi, je fais partie, je pense, de cette génération de nanas qui a toujours le syndrome de l'imposteur, tu vois, partout où je vais. Donc, j'avais au fond de moi un truc qui me disait, je vais en faire mon métier, mais fallait que je me forme. Tu vois, fallait que j'ai des diplômes, que j'ai des certificats, que je sois crédible. Et peut-être encore plus dans ce domaine-là, puisque c'est une approche qui est très peu connue, qui est assez décriée, donc cette crédibilité, elle est nécessaire. Donc, tu te formes à cette connaissance et puis tu décides de l'enseigner autour de toi? Exactement. En fait, il y a très peu de gens qui ont cet enseignement-là.
Parce qu'en fait, soit on a des médecins, des gynécos, mais qui s'intéressent pas à la physiologie du cycle. En fait, c'est pas leur métier. Ils sont vraiment sur la pathologie. Et par exemple, je parle souvent avec des sages-femmes. Elles apprennent pas, ou très lacunairement, le cycle menstruel dans leurs études, ce qui paraît assez dingue. Et du coup, les gens qui avaient cette connaissance-là, c'était soit les milieux très cathos, parce que ce sont eux qui ont développé en fait toutes les études et qui ont fait toute la recherche autour de la glaire cervicale, la température aussi, mais voilà, qui ont trouvé en fait toutes les corrélations entre les indices que le corps renvoie et la fertilité. Et je t'interromps, ils ont développé tout ça parce que dans les prescriptions, on va dire, religieuses, dans le chemin qui était indiqué, la contraception était interdite, quoi. Donc, il fallait bien trouver des alternatives et développer. Donc, il y a vraiment aussi quelque chose de moral, quoi. Ouais, le principe de contraception n'était pas permis, donc ils ont développé tout ça. Donc, soit tu avais ce savoir qui était diffusé par des milieux plutôt religieux. Ou après une approche assez, que moi, je qualifie toujours un peu d'ésotérique, mais très centrée sur le féminin sacré, sur des femmes qui transmettent ça entre femmes, etc. Ce que je trouve merveilleux, et j'ai été formée aussi par des personnes comme ça, mais du coup, qui étaient peut-être pas accessibles ou qui ne parlaient pas forcément à tout le monde. Et du coup, voilà, moi, j'étais un peu au milieu de tout ça, entre d'un côté des médecins que je respecte énormément, mais qui n'avaient pas forcément cet enseignement-là dans leur pratique, un milieu très à la pointe, mais très catho et du coup pas forcément accessible à tout le monde. Et puis une approche très féminine et pas branchée sur le couple. Or, moi, je pars du principe qu'à partir du moment où on veut avoir une approche, en tout cas quand on est dans une logique soit de contraception, soit de conception, c'est quand même qu'il y a un homme quelque part, puisqu'on veut éviter une grossesse ou favoriser une grossesse. Après, il y a tout un pan aussi qui est fait pour mieux se connaître soi et accompagner son corps, se reconnecter à son corps, etc., qui est exceptionnel. Mais voilà, du coup, moi, je naviguais au milieu de tout ça et j'ai fait ma petite popote, j'ai fait plein de formations, j'ai avancé tranquillement jusqu'à trouver un peu ma façon d'aborder les choses, mon ton aussi, assez décomplexé, mais très rigoureux. Très drôle, vous verrez sur sa plateforme. Ouais. Tu utilises beaucoup l'humour et c'est nécessaire quand même pour parler de ce sujet-là qui est très intime et un peu tabou. Ça peut vite être imbitable aussi quand on rentre dans des études scientifiques, on comprend rien, donc j'essaye de rendre les choses parlantes et rigolotes. Et du coup, voilà, je me suis positionnée là au milieu. Mais en fait, tout s'est fait assez progressivement. J'ai pris tout l'enseignement que je pouvais à droite, à gauche et j'en ai fait mon petit schmilblick. Et souvent, on me demande quelle formation je dois faire, Lorraine, si je veux faire comme toi. Et j'ai pas trop de réponses parce qu'il n'y a pas de formation. C'est pas comme quand tu vas être pharmacien, tu fais pharma. Là, il n'y a pas une formation vraiment dédiée au cycle menstruel. Il faut se former en méthode d'observation du cycle, en naturopathie, en restauration de la fertilité. Je fais une formation en ce moment là-dessus à la fac de Lyon. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais il n'y a pas, une fiche de formation qui corresponde exactement. Peut-être que ça peut faire partie d'un de tes projets. Ouais. Un jour, monter une école de formation. J'adore. Et avant de peut-être aller vers ce projet-là, est-ce que on pourrait revenir sur ta connaissance donc de ce cycle? Tu dis qu'au départ, tu as pris aussi la contraception pendant certaines années. Tu découvres qu'en fait, c'est possible d'avoir une alternative naturelle. Alors, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment, dans la vie d'une femme, de découvrir qu'elle est capable de pouvoir se connaître. Je dis ça parce que moi, j'ai reçu cet enseignement par ma mère, dans ma famille, donc j'ai toujours grandi avec cette connaissance du cycle. J'ai toujours fait que ça, observer mon cycle pour maîtriser ma fécondité. Donc, j'ai pas eu cet avant-après. C'était comment pour toi, ces découvertes? Est-ce que tu peux m'en dire plus? Ouais, moi, je trouve que c'est de l'ordre de la révélation. Tu vois, pas la révélation divine, mais vraiment, parce qu'en fait, tu te rends compte que pendant des années, tu avais sous le nez des choses que tu ne voyais pas, ou que tu ne voulais pas voir, ou de voir dont tu avais honte. Parce qu'en fait, pour rentrer peut-être plus précisément dans ce sujet de la glaire cervicale, qui est en fait l'indice de fertilité par excellence, beaucoup de femmes voient ces pertes qu'elles appellent des pertes blanches, et elles font pas du tout le lien. Pour elles, c'est très aléatoire. C'est, tiens, parfois j'en ai pas. Aujourd'hui, j'en avais beaucoup quand même. Mince, je dois avoir un problème, tu vois. Et en fait, le jour où tu connectes tous les liens, et tu te rends compte qu'en fait, cette glaire cervicale, elle est pas là pour rien, elle est là à un certain moment, elle évolue en qualité juste avant l'ovulation. Tout ça, en fait, c'est comme si d'un coup, tu étais touché par la grâce de Dieu et tu te dis, mais en fait, ça fait 15 ans que je vois ce truc et que ça me parlait pas. Et moi, parfois, aujourd'hui, tu vois, pardon, je rentre dans les détails de ma vie intime, mais je vais aux toilettes en pleine période d'ovulation, je vois ce truc, quand je m'essuie, tu sens une sensation qui est différente et je me dis, mais comment je ne sentais pas ça? Tu vois, comment je passais à côté. Attends, mais le comment, est-ce que c'est pas aussi parce que il faut savoir que la contraception hormonale vient modifier notre glaire cervicale? Évidemment, bien sûr. Donc, si on utilise n'importe quel produit de contraception à base d'hormones de synthèse, on n'en a pas. Eh bien voilà, on n'en a pas. Donc, peut-être que toutes celles qui utilisent un moyen de contraception, on parle de glaire cervicale aujourd'hui, elles ne voient pas très bien de quoi il s'agit, parce que voilà, ça agit. Et pourquoi ça agit? Parce que cette glaire cervicale, en fait, elle est nécessaire pour permettre la fécondation. Exactement. En fait, elle est produite
sous l'effet des œstrogènes juste avant l'ovulation. Donc, il faut ovuler pour produire de la glaire cervicale. Et comme tu le dis très bien, avec une contraception hormonale, on n'ovule plus. Le cycle est mis en repos. Et en fait, elle est pas là juste pour nous dire t'es fertile ou t'es pas fertile. Elle a un intérêt, c'est que sans elle, un spermatozoïde qui arrive dans un vagin, c'est une zone très acide, le vagin, pour nous protéger contre les agents pathogènes. Et un spermatozoïde, il survit quelques minutes, même pas. Sauf en présence de glaire cervicale, qui a un pH acide, basique, et qui est là pour les préserver, les maintenir en vie jusqu'à 5 jours. Donc c'est vraiment un Sherpa de spermatozoïdes, tu vois. Et sans elle, un spermatozoïde ne peut pas jamais remonter jusqu'à un ovule. Donc elle est très nécessaire. Mais effectivement, souvent, on passe à côté parce que pendant des années, déjà, on l'éteint. Et puis après, souvent, on l'a eu pendant sa jeunesse et on croyait que c'était ces fameuses pertes blanches un peu, tu vois, un peu cracra des jeunes filles qui en ont honte parce qu'elles voient des trucs dans leur culotte en fin de journée. D'ailleurs, il y a tout un apprentissage de distinguer entre cette fameuse glaire cervicale, ces pertes blanches qui sont un peu identiques tous les jours, qui voudra encore distinguer du sperme, qui finalement, c'est des sécrétions qui se ressemblent plus ou moins. Donc, c'est tout un apprentissage, une connaissance de soi qui est pas toujours évidente. Mais toi, du coup, tu vas donner une information qui permet aux femmes d'apprendre à se connaître. Qu'est-ce que ça change de se connaître ? Ça change plein de choses. Ça apporte déjà une vraie confiance en soi. Moi, je le vois un peu comme un super pouvoir, tu vois, ce cycle menstruel. Être consciente qu'en fait, on n'est pas pareil tous les jours. Une femme, elle est cyclique, elle n'est pas linéaire. Un homme, il est linéaire. Lundi, mardi, mercredi, il est pareil. Attends, je t'arrête parce que tu es en train de dire une femme, c'est cyclique, un homme, c'est linéaire, ça donne un super pouvoir. En général, on a l'impression que c'est quelque chose de négatif, le fait qu'on soit cyclique. Ouais. Et là, tu es en train de dire c'est un super pouvoir. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ouais. En fait, justement, moi, j'essaye de faire comprendre aux femmes qu'il faut sortir du prisme de « j'ai mes règles, c'est un mal nécessaire, on est des femmes ». Il y a une inégalité de base et voilà. En fait, j'ai mes règles parce que j'ovule, parce que du coup, j'ai des fluctuations hormonales qui m'apportent une force énorme dans ma personnalité, dans ma sensibilité, dans ma confiance en moi, etc. Et en fait, une femme, quand elle est en période ovulatoire, par exemple, les œstrogènes qui sont très forts sont des hormones qui, certes, agissent au niveau des ovaires pour permettre la maturation d'un follicule. Mais en fait, on a des récepteurs aux œstrogènes partout. Dans les cheveux, dans la peau, à plein d'endroits. Et du coup, ça a plein d'effets sur nous, sur notre corps et aussi sur nos émotions. Et ça nous rend beaucoup plus dans l'empathie, beaucoup plus ouvertes aux autres, beaucoup plus confiantes, etc. Et à contrario, en fin de cycle, quand on a une chute hormonale qui précède les règles, voire quand on est sous l'influence de la progestérone en deuxième partie de cycle, c'est une hormone qui invite beaucoup plus au repli sur soi, à l'hibernation, mais aussi à la lucidité, tu vois, qui nous rend plus lucides. Moi, j'explique souvent aux femmes que si elles ont des décisions importantes à prendre, il faut qu'elles les prennent pendant leurs règles, parce que c'est le moment où on est le plus lucide, on n'est pas soumise à l'influence d'une hormone. Et en fait, quand on est conscient de tout ça, en fait, ouais, c'est un super pouvoir, parce qu'en fait, on sait quelles sont nos forces, quels sont nos atouts à certains moments, quels sont nos handicaps. J'ai même pas envie de le voir comme ça, parce que je considère pas que ce soit vraiment des handicaps à certains moments, mais en tout cas, quand est-ce qu'il faut plus focuser sur certaines choses et pas d'autres. Et après... Tu vois, ça, c'est dans le rapport à toi. Et puis, moi, je vois aussi un grand intérêt dans le rapport à l'autre, et notamment dans le couple. Qu'est-ce que ça change dans un couple ? Une femme qui se connaît, qui connaît bien sa fertilité, son cycle, qui a du coup gagné en confiance en elle parce qu'elle se connaît et qu'elle vit son corps, en conscience, en connaissance d'elle-même. Ça change quoi dans la relation à l'autre, selon toi, ce que tu observes ? Pour moi, ça apporte vraiment de la bienveillance. C'est-à-dire que pendant des années, moi, par exemple, mon mari, il me dit des trucs genre « tu vas avoir tes règles, là, t'es chiante ». Et c'était sorti de nulle part, sans aucun fondement. Quand après, en fait, un jour, je lui ai expliqué, quand moi, j'ai compris comment je fonctionnais et que je lui ai expliqué qu'en réalité, ces vagues hormonales, elles me submergeaient, en fait. C'était pas par envie d'être méchante ou d'être triste ou quoi que ce soit, mais qu'en fait, à certains moments de mon cycle, c'était compliqué. Et je prenais toujours des exemples. Je disais, tu vois, par exemple, toi, quand t'as très, très, très faim, t'as une hormone qui crie dans ton corps que t'as très faim. Ou quand t'as très sommeil, que tu t'endors le soir quand on regarde un film, c'est que ta mélatonine, elle est au taquet et que t'as très sommeil. Ou quand t'as une érection le matin, tu peux pas la contrôler. Pareil, c'est ta testostérone qui a un pic le matin. Et moi, en fait, il y a des moments où mes hormones, elles me prennent aussi comme une vague et je peux pas lutter. Comme toi, tu peux pas lutter contre ton érection matinale. Et je suis désolée. Dans ces moments-là, je suis triste. Dans ces moments-là, j'ai pas envie de te parler. T'as tous les torts du monde.
Et c'est comme ça. Et en fait, je pense qu'il a vraiment compris. Il n'a pas juste balancé elle va avoir ses règles qui sont une espèce de phrase qui n'a aucun sens. Mais il voyait que, en fait, OK, elle est en période prémenstruelle. Et du coup, on se comprenait beaucoup plus. On se comprend beaucoup plus. Et ce que j'ai entendu dans ce que tu dis, c'est que c'est pas utiliser son cycle comme une sorte de prétexte en disant j'ai mes règles, donc laisse-moi comme ça. C'est juste, je vais t'expliquer ce qui se passe dans mon corps. Exactement. Et je vais te faire rentrer dans mon monde à moi et pour que tu gagnes en empathie, en compréhension. C'est pas une justification à toutes un caractère qui serait désagréable. Non, c'est ça, j'entends vraiment dans ce que tu partages, cette bienveillance. Ça. Oui, c'est ça. Empathie. C'est pas de trouver une excuse facile. C'est juste de dire, en fait, n'essaye même pas, quoi. Et moi, je sais que mon mari, il y a des jours où il se lève le matin, il comprend, il dit, OK, je prends les gosses, je m'en vais, je vais me balader, reste tranquille, tu vois. Parce qu'en fait, on n'en fera rien. Et moi, je suis dit, mais merci, merci. Parce qu'en fait, effectivement, j'ai juste envie d'être tranquille là aujourd'hui, laissez-moi. Et voilà, je trouve que ça apporte de la bienveillance et on a tout à gagner à plus communiquer, en fait, sur notre cycle, que ce soit dans la famille, dans le couple, dans les relations aux autres, avec ses amis, même dans le monde du travail. Je suis sûre qu'on peut, on pourrait davantage utiliser ça comme une force et communiquer sur, là, je suis prête à aller faire la presse client parce que les gars, je suis en pleine ovulation, là, je donne tout. Ou au contraire, je pense que je vais faire un peu de rédac tranquille parce que je suis dans une période où je suis un peu moins ouverte aux autres. Mais par contre, mon cerveau, il tourne à 10 000, quoi. Mais ce qu'on comprend bien, une fois qu'on connaît son cycle, et avec tous les éléments que tu nous donnes aussi, c'est que mon corps, c'est pas une chose extérieure à moi. Mon corps, c'est moi aussi. Je vis dans ce corps. Et donc, ça a une influence sur ma façon d'être en relation. Donc, plus je connais mon corps, mieux j'améliore ma relation aux autres. Exactement. Et puis, tu dis cette communication, d'apprendre à parler de son corps, de ce qu'on vit à l'autre pour qu'il puisse nous rejoindre. Exactement. Pour qu'il puisse nous rejoindre. Ouais. Donc, dans la relation, c'est vraiment si nécessaire. Ouais, ne pas en faire un tabou, mais en faire juste une réalité sur laquelle on peut communiquer. Et alors, parce que du coup, à la fois, il y a la relation, la communication, et tu as intitulé, tu as nommé ta plateforme Émancipée. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu viens avec cette notion d'émancipation par cette connaissance, cette prise de conscience, cette communication? En quoi c'est un vecteur d'émancipation? Moi, tu vois, on parle souvent de la pilule qui est la plus grande victoire féministe des dernières années. Et moi, ce que j'explique, c'est qu'aujourd'hui, en fait, vouloir ne plus bloquer son cycle avec des hormones et au contraire vivre sa cyclicité pleinement, c'est un acte hyper féministe aussi et c'est un acte émancipateur où, en fait, on sort un petit peu de ce cadre qu'on n'a pas forcément choisi, mais qui s'est imposé à nous parce que, en fait, c'était la seule alternative qu'on avait en tête. Et d'oser s'affranchir de tout ça, d'oser... Donc ça, c'est pour l'aspect contraception. Plus globalement, dans la vie de tous les jours, oser s'émanciper un petit peu de ces croyances qu'une femme doit être comme ça tout le temps, qu'on devrait être au top tout le temps et se dire, non, en fait, je m'accepte avec mes fluctuations. Dans les parcours de fertilité aussi, moi, j'accompagne énormément de couples en désir de grossesse et j'en ai plein qui sont en PMA, mais j'essaye de leur faire comprendre qu'en fait, c'est pas parce qu'on est en PMA qu'on donne les clés de son corps à une équipe de médecins, mais qu'on peut rester justement informé, émancipé, confiant, acteur dans ces parcours-là et mettre en place plein de choses pour comprendre ce qui se passe et ne pas se sentir complètement ballotté et donner son destin en fait à quelqu'un d'autre. J'aurais même envie de rajouter ballotté et infantilisé. Bien sûr, ouais. Parce que quand on ne connaît pas, on est comme un enfant qui ne connaît pas et on remet tout le pouvoir à l'autre qui est censé connaître. Ouais. Et là, cette connaissance qu'on peut apprendre de soi, elle nous permet de nous positionner vis-à-vis des autres comme un adulte, qui est responsable de sa santé, mais qui va collaborer avec d'autres pour l'améliorer. Ouais, et dans le rapport à l'autre et puis dans la façon dont tu vis les choses. Moi, j'ai plein de nanas, tu vois, qui ont pris... alors, elles connaissent tous les noms de tous les traitements, le Vitrel, le Progestan, le Provamès, etc. Donc, elles sont incollables, elles sont meilleures qu'un pharmacien, tu vois, sur les médicaments les traitements de stimulation hormonale, mais elles sont pas du tout conscientes de qu'est-ce que ça fait dans leur corps, qu'est-ce que ça active. Et quand tu leur expliques le cycle et que tu leur dis, en fait, l'Ovitrel, tu le prends à tel moment parce que c'est ce qui déclenche ton ovulation. Le Progestan, tu le prends à tel moment parce que c'est pour soutenir ton endomètre après l'ovulation, etc. Et que d'un coup, elles font ces connexions, et leur traitement, elles le prennent pas du tout de la même façon. Tu vois, elles sont hyper conscientes, elles se disent, ah ouais, là, vraiment, j'agis là-dessus. Et puis après, tu as plein d'autres choses que tu peux mettre en parallèle pour aider encore plus à optimiser ton corps. Ça, c'est ce que je fais en naturo. Mais la connaissance, elle change le prisme, vraiment. La connaissance, elle change le prisme, comme tu dis. Elle permet donc une certaine émancipation, une vraie liberté. Ça peut être un symbole de libération pour les femmes, cette connaissance. Et elle est rarement vue comme ça. On a l'impression que c'est une contrainte de connaître son corps. Il y a beaucoup de femmes, moi, que j'ai rencontrées, qui me disent
ça me dégoûte un peu, mon corps, Ouais. j'aime pas trop m'observer. Alors du coup, qui vont plutôt déléguer cette responsabilité auprès de certaines machines, mais comme ça, bon, on dit c'est feu vert ou feu rouge, mais pas trop s'intéresser à son cycle. Ouais. Est-ce que tu as pu faire cette observation aussi, qu'il y a certaines femmes qui aiment pas ça, apprendre à se connaître? Ouais, ça a un côté un petit peu, surtout quand la glaire cervicale, tu vois, à première vue, tu dis: «Oh là là, berk, c'est quoi ce truc?» Et moi, j'adore montrer des photos, tu vois? Ou montrer des photos de col de l'utérus, c'est magique et il faut passer cette espèce de gêne, qu'on a Qui vient d'où, tu crois? parce qu'on n'est pas à l'aise. On regarde pas, aucune femme ne regarde sa vulve dans un miroir. Le col de ton utérus, je sais que je parlais avec une sage-femme l'autre jour qui me disait: moi, quand je mets un spéculum à une femme, je lui propose de mettre un miroir pour qu'elle voie son col de l'utérus, parce que c'est une partie du corps qu'en fait, elle n'a jamais vu. Alors plein de médecins ont déjà vu. Des gens connaissent mieux ton corps que toi-même. On n'a pas du tout cette connexion à soi-même. Il y a un côté qui rejette, enfin, tu vois, une femme n'aime pas sa vulve, alors que tous les garçons touchent leur zizi toute la journée, et tu vois, on n'a aucun problème avec ça. Donc, il faut réapprendre à s'approprier tout ça et être à l'aise avec. Et ce que je pense, je rebondis sur ce que tu dis, c'est que si je suis pas connectée avec mon propre corps, si je sais pas regarder mon corps, si je sais pas regarder avec une vraie bienveillance et même curiosité, voire de l'émerveillement pour mon propre corps, je pense que je peux pas regarder le corps de l'autre aussi avec cette bienveillance, cette curiosité et cet émerveillement. C'est comme si pour connecter avec l'autre, j'ai besoin aussi d'être connectée avec moi-même. Donc cet apprentissage-là, je trouve moi en tout cas, d'être à l'aise avec son Bien corps, sûr. permet d'être aussi à l'aise avec le corps de l'autre. Puis être à l'aise quand l'autre regarde son propre corps. Tu vois, quand toi, tu t'es dit, en fait, non, tu vois, c'est joli de savoir qu'un homme porte le même regard sur toi. Enfin, tout de suite, on voit ce qu'il voit, quoi. Et les pertes blanches, la glaire cervicale, c'est pareil. Et en fait, il faut passer ce cap. Et après, moi, il y a des nanas, je reçois des photos de glaire cervicale toute la journée. J'adore. J'ai mon téléphone. Ça, j'ai mes enfants et de la glaire cervicale dans mon téléphone. Et les filles, elles me disent, ouais, j'ai envoyé à mon mec. Au début, il était dégoûté. Puis maintenant qu'il a compris l'intérêt, tu vois, il regarde aussi et il s'intéresse. Donc, ouais, faut passer le cap. C'est pas évident. Il y a des gens pour qui c'est plus compliqué pour des raisons d'éducation. Enfin, il y a plein de choses aussi qui peuvent faire qu'on n'est pas du tout sensible et à l'aise avec ça, mais ça reste notre corps, quoi. Est-ce que tu verrais quelque chose comme plus une femme, on va dire, est éduquée à un niveau d'études important, plus pour elle, c'est difficile de prendre connaissance de son corps quand on a une espèce de plus grande proximité, non seulement avec la terre, avec la nature, on appréhende ça plus positivement. T'as vu ça ou pas trop? C'est vrai qu'il y a souvent des tabous que je pense qu'on n'a pas dans toutes les cultures. Et en tout cas, nous, on manque de transmission de femme à femme. Toi, tu disais que tu as reçu ça de ta mère. Moi, j'ai reçu le goût de la nourriture saine, etc., de ma maman. Mais alors, le cycle, pas du tout. C'est moi qui lui apprends plein de choses, tu vois. Elle n'est pas du tout consciente de ça. Donc, je pense que ça aide pas à être à l'aise quand c'est quelque chose qui n'a pas été abordé, voire un peu... j'ai souvent des femmes avec qui je parle qui me disent... ma mère me disait, mets-moi vite cette culotte au sale, tu vois. Elle est toute cracra. Donc, d'un coup, quand on a eu ça, comment derrière, tu veux arriver à changer complètement de mindset pour te dire, non seulement c'est pas ça, mais en plus, c'est puissant. C'est un vrai outil. Parce qu'en fait, c'est un signe de bonne santé d'avoir de la glaire cervicale. Ou il y a pas longtemps, j'ai vu sur Instagram une naturo, je sais pas quoi, qui expliquait comment se débarrasser de ses pertes blanches. Enfin, j'ai envoyé un mail à la nana, je dis, mais dis pas ça. Tu te rends compte, en fait, t'as pas compris. C'est pas du tout... Et au contraire, c'est merveilleux. C'est un signe de bonne santé. C'est un signe que ton corps ovule. Il faut pas le représenter comme quelque chose dont il faut se débarrasser. Et c'est merveilleux parce que avec cette glaire cervicale, elle s'accompagne aussi d'une sensation d'être mouillée. C'est ça aussi, je disais, le lien avec la terre. Quand on dit, tiens, comme une terre, quand elle est mouillée, si elle est humide, s'il y a des graines qui sont déposées, les choses poussent. Mais en fait, c'est hyper logique quand tu connais Bien un peu sûr, cette connaissance de la nature. Et de la même façon, dans notre corps, quand on a cette sensation d'être mouillé, quand on voit cette glaire qui l'accompagne, ça veut dire qu'on est en période fertile. Quand on est sèche et que rien ne peut pousser sur une terre sèche. Et ce que je dis avec une espèce un langage très simple, il y a beaucoup de personnes qui le comprennent de façon intuitive parce qu'ils sont connectés ou elles sont connectées à la terre. Et puis celles qui sont, moi j'aime bien dire les femmes élevées hors sol, quoi. Elles sont déconnectées de la nature, ont plus de difficultés à comprendre ce cycle des saisons qui se rejoue en fait dans notre corps, quoi. Et c'est marrant que tu dises ça parce que tu vois, je crois que c'est les époux Billings justement qui expliquaient, ceux qui ont fait toutes les études sur la glaire cervicale, que des femmes dans certains pays, je crois que c'était d'Amérique du Sud, pour des femmes qui étaient illettrées, pour leur expliquer, en fait, la sensation qu'elles trouvaient, qu'elles disaient, c'est comme quand on prend un poisson dans nos mains et qui nous échappe entre les mains. C'est ça, en fait, l'ovulation. Parce qu'en fait, c'est le moment où la glaire est hyper glissante.
et lubrifiée et transparente. Et en fait, si tu veux, à des femmes hyper instruites, tu leur expliques ça et tout de suite, elles comprennent. Il n'y a pas besoin de rentrer dans des espèces d'explications très scientifiques. Ouais, c'est la sensation comme quand j'attrape un poisson qui me glisse entre les mains. C'est ça que j'ai sur la vulve au moment où je suis hyper fertile. Ce fluide très, très lubrifié qui est là pour conserver, tu vois, ces spermatozoïdes en vie. Donc oui, on peut avoir des rapports beaucoup plus terre à terre. Ouais, parce qu'en fait, c'est simple. Et une fois qu'on a compris dans cet état d'esprit, et peut-être que cette espèce de dégoût, de désintérêt, de jugement qu'on a par rapport à cette observation, elle vient aussi moi, je ferais un peu ce lien aussi, cette déconnexion avec la nature, le dégoût même de mettre ses mains dans la terre, de travailler la terre. Tu vois ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment quelque chose, quand on dit naturel, on peut l'entendre dans ce sens-là, dans ce rapport au corps, on peut se réconcilier, se reconnecter. Mais je pense aussi à une chose, tu parlais de la transmission de femme à femme qui ne se fait pas, voilà, depuis des années et des années. La majorité, effectivement, des femmes n'ont pas reçu cette transmission de leur mère, mais celles qui nous écoutent, et celles et ceux qui nous écoutent sont peut-être aussi parents d'enfants. Comment est-ce qu'on transmet ça à son enfant? Est-ce que tu aurais un conseil, toi, à donner? Moi, en tout cas, mon approche à moi, c'est de rendre ça très naturel tout de suite. J'ai une petite fille qui a 3 ans et demi, elle sait ce que c'est les règles. Alors, elle en parle, tu vois, elle sait que maman, à certains moments, il y a du sang et que, je lui explique avec des mots très simples. L'idée, c'est juste que ça fasse partie de sa réalité et qu'il n'y ait pas un jour. Moi, le jour où j'ai eu mes règles, si tu veux, ça a été un tsunami. Je ne savais même pas ce que c'était. Je les ai eu tôt. Donc, voilà. Moi, j'aimerais que déjà, ce soit quelque chose qui fasse partie de sa réalité. Et voilà. Et après, je pense que très vite, il faut parler. Il y a des gens qui ont des initiatives super dans les collèges pour aller expliquer justement la glaire cervicale aux petites filles parce que c'est à ce moment-là qu'elle apparaît vers 10, 11, 12 ans. Justement, elle précède les premières règles puisqu'on commence à préparer des ovulations avant. Et ouais, moi, je tiens beaucoup, j'adorerais, tu vois, aller plus sur les sujets d'éducation auprès des jeunes filles parce qu'il y a tout un truc à faire pour que tout ça fasse partie de leur quotidien et qu'il n'y ait pas de dégoût, de gêne ou quoi. Donc, il y a plein d'éducation à faire, mais je pense que déjà en parler au sein de la famille très tôt, c'est la base de tout. Et derrière, après, on approfondit quand on devient concerné. Moi, parler à ma fille de perte blanche aujourd'hui, je pense que elle en a rien à faire. Par contre, de savoir que maman, elle a des fluctuations et elle a des moments où elle saigne, au moins c'est intégré. Et c'est vrai qu'on peut utiliser un langage très simple, quoi. Le petit nid qui se prépare pour accueillir un petit bébé, mais s'il a servi à rien, voilà, il se détache. Il y a un langage imagé qu'on peut utiliser pour les tout petits. Mais donc, ce que j'entends dans ta proposition, c'est de faire en sorte que cette réalité féminine, cette réalité de notre corps féminin, elle soit intégrée dans nos vies et qu'elle fasse partie du quotidien, quoi. C'est pas quelque chose qui soit caché, qui soit à part, qui soit tabou. Et ça commence très tôt. Ouais, et tu vois, je parle des filles, mais c'est très important pour moi d'intégrer les garçons aussi. J'ai un petit garçon, mais lui, il a 1 an et demi, donc on est un peu tôt. Mais pour le coup, tu te parlais de mon frère qui connaît les femmes par cœur. Il est impressionnant. Pour le coup, il connaît le cycle sur le bout des doigts. Mais j'adorerais que mon fils, ce soit pareil. Et qu'un jour, ça soit peut-être lui qui aille donner un tampon à sa copine à l'école parce qu'il a vu qu'elle avait une tâche qui est cette sensibilité-là aussi des hommes. C'est hyper important. Ça change quoi pour un homme de connaître cette réalité-là, ce cycle-là? C'est ce que je te disais sur la bienveillance tout à l'heure. Ça apporte une connaissance et une complémentarité. Et puis après, il y a une réalité aussi du couple. Quand tu veux un enfant, par exemple, d'être conscient de comment ça marche, de la fertilité d'une femme, etc., ça rend plus efficace. Et puis, ça peut être des périodes très dures, tu vois, quand un enfant n'arrive pas. Et quand l'homme est conscient de tout ça, je trouve que ça change tout. Il s'intéresse, il est actif, etc. Et pareil, sur la contraception, c'est une approche de couple, en fait. Moi, j'en ai marre que ce soit une histoire de nana, tout ça. Et qu'en fait... ou alors, ce soit très clivant. C'est soit... en gros, c'est soit la pilule, soit le slip chauffant. Non, en fait, il y a pas besoin que quelqu'un fasse l'acte de ce contracepter. Justement, on peut aussi avoir une approche de couple, de connaissances communes du cycle féminin qui permettent d'avoir une sexualité à deux qui s'adapte et qui fasse que personne en fait ne se brime, personne ne s'éteint, personne ne se coupe quoi que ce soit, mais juste les deux s'adaptent au cycle de la femme. Mais c'est la meilleure nouvelle du monde, ça. Ouais. Donc c'est important, mais c'est là qu'il y a quelque chose de révolutionnaire dans cette approche que toi tu répands largement avec toute ta finesse, ta joie de vivre, ta sensibilité, ton intelligence. C'est vraiment extra ce que tu proposes, mais parce qu'il y a un message révolutionnaire. C'est possible ensemble, femmes et hommes, de coopérer, de collaborer ensemble pour pouvoir maîtriser sa fécondité. C'est pas l'un ou l'autre. Et donc ça va
profondément changé la façon d'être en relation. Bien sûr, exactement. Et puis surtout, moi, j'insiste sur le fait que c'est pas un truc de grand-mère, c'est pas un truc de fous qui vont tomber enceinte par accident au bout de 3 mois. C'est des choses il y a des gros amalgames qui sont faits entre les vieilles méthodes, la méthode Ogino, la méthode des températures de nos grands-mères, et ce qui existe aujourd'hui, ce qu'on appelle la symptothermie, qui croise plusieurs indices, etc. Et quand on est formé, c'est extrêmement fiable, c'est très précis et on ne prend pas de risques. Enfin, moi, je pratique ça depuis des années, j'ai eu aucune grossesse surprise, et évidemment, et je suis loin d'être la seule. Enfin, donc voilà, faut aussi se dire, c'est à la fois révolutionnaire, c'est pas perché non plus. En fait, c'est juste qu'il faut acquérir une connaissance, faire la démarche d'être un peu rigoureux, parce que par contre, il faut l'être, et ensuite adapter sa sexualité en conséquence. Mais c'est pas un truc, c'est pas un poids énorme, ou c'est pas une roulette russe, tu vois. C'est juste en fait un moyen de contraception comme un autre. Ouais, je voulais savoir, Lorraine, comment est-ce que c'est reçu tout ce que tu partages? Comment c'est reçu par les hommes, par les femmes, par le monde médical? J'ai une vision forcément qui est un petit peu biaisée, parce que forcément, les gens avec qui j'échange, c'est des gens qui sont intéressés par ces sujets-là. Donc, les femmes, je pense que c'est un peu lié à ce que je te disais tout à l'heure, le côté révélation. J'ai énormément de femmes qui me remercient, en fait, en me disant j'ignorais tout ça et clairement, c'est en train de changer ma vie. Donc, ça, c'est chouette. Les hommes, a priori, de prime abord, ils ne s'intéressent pas forcément à ces sujets-là. Néanmoins, pour tout ce qui touche à la fertilité, moi, j'accompagne beaucoup de couples, des femmes, mais du coup, de façon indirecte, le couple aussi, sur ces sujets-là. Et en fait, il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu une caisse de la dernière promo que j'ai accompagnée, d'une 50aine de nanas qui m'avaient tout écrit une lettre pour m'expliquer ce que ça avait apporté dans leur vie, dans leur désir de grossesse et dans leur maternité, parce qu'il y en a beaucoup qui étaient enceintes grâce à ça. Et en fait, caché au milieu, il y avait plein de lettres des hommes qui étaient venus aussi apporter leur témoignage et me dire à quel point eux aussi, en fait, ça leur avait apporté dans leur couple. Et du coup, je me dis qu'il faut juste faire la démarche de faire tomber un petit peu le filtre ou la barrière de mais qu'est-ce qu'elle va nous raconter, celle-là, et de commencer à oser rentrer sur ce sujet-là. Et en fait, c'est passionnant. Je le dis en toute objectivité, c'est pas parce que c'est mon thème de travail, mais c'est passionnant. La plupart des gens, ça les passionne. Et après, pour ce qui est du corps médical, j'ai souvent des messages par les réseaux sociaux de médecins, de sages-femmes, même de gynécos qui me disent quelqu'un m'a envoyé sur votre compte, ou je suis tombée là par hasard. Au début, je me suis dit, oh là là, encore quelqu'un qui connaît rien et qui s'attribue des sujets médicaux. Et puis en réalité, pas du tout. C'est hyper intéressant. Donc, en fait, pareil, je pense que quand on fait la démarche de s'intéresser, on voit que je suis pas une menace du tout pour le corps médical. Alors, loin de là. Et c'est que du plus, en fait, à apporter au couple. Après, je pense qu'il y a de la défiance et il y en aura toujours. Il n'y a pas longtemps, j'ai enregistré une émission avec le syndicat des jeunes médecins. C'était vachement sympa. Ils ont une émission de télé où j'échangeais avec une gynéco. Et donc, ils ont diffusé après la vidéo sur pas mal de supports, dont Twitter. Je ne vais pas sur Twitter parce que je suis consciente que c'est un déversoir de haine. Mais ils m'ont dit qu'effectivement, il y avait eu plein de réactions de médecins qui disaient « Mais qu'est-ce que vous faites avec une naturopathe ?» Donc voilà, il y a une défiance parfois. Il faut juste briser la glace et voir qu'en réalité, elle n'est pas justifiée. Et tu vois, je te parlais de mon bouquin tout à l'heure aussi. C'est un des objectifs que de coécrire à 4 mains, 2 mains d'un gynéco et 2 mains de moi, une naturo, monitrice en méthode d'observation du cycle, peu importe comment on m'appelle, mais montrer qu'en fait, on parle la même langue. On a juste une approche différente, on a des compétences différentes, et jamais je dirais que j'ai les mêmes compétences qu'un gynécologue, mais qu'en fait, tout le monde rame dans le même sens, pour aider des couples, soit justement à avoir un bébé, soit à ne surtout pas en avoir, peu importe. Mais ouais, la réception, je suis consciente qu'il y en a parfois qui est mauvaise. J'essaye de ne pas la regarder parce que je crois qu'il faut se préserver. Mais sinon, globalement, c'est très bienveillant. Ouais. C'est génial parce que ça veut dire que les mentalités changent. Ça n'a pas toujours été le cas. Depuis que la parole des femmes s'est libérée sur ce sujet, il est autorisé de chercher des alternatives, il est autorisé de se former. Et ça change tout, en fait. Voilà, la défiance, elle a vraiment, elle part progressivement, même si... On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Ouais. Non, on n'y est pas encore, mais on est sur le bon chemin. Je pense qu'il y a encore une énorme défiance par rapport à la fiabilité de ce qu'on considère être une méthode d'observation du cycle. Aussi parce qu'il y a des gros amalgames qui sont faits par rapport à la vieille méthode Ogino, à la méthode des températures. Et souvent, le corps médical n'est pas conscient de l'éventail de ce qu'on leur range
dans une méthode naturelle et se dit, en fait, la nana, elle est complètement folle, elle revient me voir dans 9 mois pour accoucher, c'est sûr. Alors qu'en réalité, si on lit les études, si on regarde les choses, et surtout si on se dit, en fait, cette femme, elle va se faire former, elle va pas partir en franc-tireur en se disant, je me connais, enfin, il y a de la rigueur derrière, faut être accompagné. Ben là, c'est hyper fiable. Et ça, c'est pas connu. Et c'est dommage. Et moi, c'est vraiment ça aussi que j'aimerais faire. C'est justement, en sortant de ces discours dont on parlait, qui peuvent être soit très catho, soit un petit peu trop ésotérique pour parler au corps médical, en leur disant juste, en fait, non, il y a des études, le taux de fiabilité, c'est de X, la pilule, c'est de Y. Regardez, c'est à peu près la même chose. Une femme qui se connaît, qui veut ne pas prendre de risques, est capable de ne pas prendre de risques en se faisant accompagner. Enfin, tu vois, il y a tout un discours très terre-à-terre à avoir pour montrer qu'en fait, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de folie, il n'y a pas de risque de grossesse non désirée, etc. Quand on connaît son corps. Au contraire, c'est juste de l'autonomie, en fait. Quand je cherchais le mot émancipé, j'étais aussi beaucoup sur les concepts d'autonomie. Parce que pour moi, c'est très important, l'autonomie gynécologique, qui n'enlève rien au fait qu'on a toujours besoin d'un gynéco pour 1 milliard de choses. Mais pour le quotidien, de comprendre son corps, de savoir est-ce qu'on va bien, est-ce qu'on va pas bien, est-ce qu'on est équilibré, pas équilibré, est-ce qu'il y a un couac quelque part, ça, en autonomie, on peut savoir plein de choses aussi en s'observant. Tu parles d'autonomie, donc de pouvoir soi-même se connaître et puis gérer, maîtriser soi-même sa fertilité. Tu parles aussi de vivre son cycle, sa fertilité en conscience. Ça veut dire quoi quand tu dis ça ? C'est très lié à ce qu'on disait tout à l'heure, de savoir en fait où on en est dans son corps, dans son cycle, et être capable de se dire, en fait, là, si je suis comme ça, c'est pour ça. D'avoir un espèce d'alignement. Moi, c'est ça que j'explique souvent, c'est qu'en fait, quand on connecte les points, on se rend compte à quel point tout est très, très logique. Et du coup, c'est cette conscience-là, sans aller dire qu'on fait des connexions avec la Lune ou que sais-je. Non, en fait, juste de se dire, tiens, là, j'ovule. Mon corps est dans une période de croissance, du coup produit plein de trucs, dont des fluides que je retrouve dans ma culotte, dont des cheveux qui sont super beaux, dont une peau qui est hyper élastique et voilà, dont une libido qui est au plafond. Tout ça, en fait, tu connectes les points et tu te dis, mais en fait, c'est très logique. Et cette conscience-là, elle est géniale. Et pour refaire un point avec ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au gynéco, le gynéco avec qui j'écris mon livre, que j'adore, mais qui est quelqu'un qui a fini sa carrière. Et un jour, on avait une discussion tous les deux et je lui parlais de la glaire. Elle me dit, tu vois, Laurent, avec ta glaire. Et puis, on parlait. Et puis, d'un moment, il me dit, mais à quoi ça leur sert, en fait, de connaître leur glaire ? Et c'est là, mes bras sont tombés. Je dis, mince, ça fait 2 heures que je vous explique. En fait, il me dit, oui, mais in fine, par exemple, une femme qui va faire de la PMA, à quoi ça lui sert ? On fait ça pour elle. Je dis, mais non, justement, en fait, ça sert bien au-delà de la procréation. Ça sert juste à être consciente de sa cyclicité et de tout ce qui en découle derrière dans sa vie, dans ses émotions, dans son rapport à l'autre, etc. Donc, c'est pas juste un truc de fertilité. Moi, je vois ça comme quelque chose de beaucoup plus global. Et je te rejoins dans la chose beaucoup plus globale, mais je voudrais juste rebondir sur le côté à quoi ça sert, même par rapport à la PMA. Je me souviens aussi, de nouveau, en cours de sexo, demander à un prof qui parlait de la PMA, la fécondation in vitro, de dire, mais il expliquait qu'il faut que le couple ait essayé d'avoir un enfant pendant quelques temps, 2 ans, en général, c'était ça le temps. Et je lui ai posé la question, j'étais comme 3 pommes, je devais avoir 22 ans, et je lui ai dit, mais est-ce que vous vous interrogez à savoir, est-ce qu'ils ont des unions sexuelles au bon moment ? Il dit, non. On se dit que s'ils ont de temps en temps des relations sexuelles, ça fait l'affaire. Ouais. Mais c'est pas la même chose, parce qu'on peut faire 15 fois l'amour en période infertile, ça donnera pas de bébé. Ouais. On peut faire 1 fois l'amour en période fertile et ça donnera un enfant. Donc, cette connaissance, elle est quand même nécessaire. Et ce qui est intéressant, c'est que même pour l'accompagnement, pour mettre en route un enfant, on ne s'interroge pas. Est-ce que vous connaissez très bien votre cycle ? Est-ce que vous avez eu des unions sexuelles vraiment au bon moment ? Et donc, toute cette connaissance, elle permet aussi soit de favoriser ou de différer une grossesse. Ouais, tu vas dans le complément et vous posez pas de questions. Et là, tu vas être plus compétente que moi parce que c'est des sujets que tu connais mieux. Mais je suis désolée, un couple qui est ensemble depuis 10 ans et qui essaye d'avoir un enfant depuis 6 mois, faire l'amour tous les 2 jours, c'est intenable, en fait, si tu veux, sauf à avoir une libido de folie. Mais c'est très compliqué de conserver ce rythme-là. Et du coup, je me dis, en fait, redonner cette connaissance au couple et leur montrer qu'il y a une fenêtre qui dure 5-6 jours où là, il faut tout donner et que le reste du temps, c'est que du plaisir, que de l'amour et où on n'a pas à se soucier de la procréation. Purée, ça soulage, quoi. Parce que sinon, le marathon, il est long. Et on parlait des hommes. Et moi, le nombre d'hommes avec lesquels j'échange qui sont en burn-out sexuel, tu vois, dans la période de préconception. Parce qu'en fait, ils n'en peuvent plus d'être mis à contribution tout le temps parce que, ils ont une performance à donner que la femme n'a pas à donner a priori. Et en fait, c'est hyper mal vécu. Et donc, ça optimise aussi un petit peu la vie sexuelle et dans le bon sens. Comme ça,
On sait quand on y va et on sait quand on fait ce qu'on veut, en fait. Ouais. C'est tellement important parce que de soigner cette vie intime, cette vie sexuelle dans son projet, soit d'avoir un enfant, qu'on continue à bien garder le lien, soit de ne pas avoir d'enfant et qu'on puisse continuer à garder le lien. Ouais. Cette connaissance, elle va permettre de communiquer ensemble sur ce sujet-là. Tu dis aussi que c'est vivre son cycle. Tu parlais de conscience, tu parlais de bienveillance, tu parles aussi de façon rayonnante. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis rayonnante ? Je pense que c'est aussi, tu sais, c'est un mot à la mode, l'empowerment, la reprise de pouvoir. Et pour moi, une femme qui est empowerée, je ne sais pas comment dire, c'est une femme qui rayonne, qui change. Et donc, c'est peut-être dans ce contexte-là, tu vois, que je le dis. Mais en tout cas... toi, tu rayonnes. T'es toute souriante, t'es sublimissime. Donc, ça rend belle. Ça rend belle, ça rend rayonnante. Tu l'écris beaucoup dans tes textes. C'est marrant parce que ça veut dire que tu l'écris de manière naturelle et tu l'incarnes pleinement. Et je pense que c'est aussi, ça attire. On a envie d'en savoir plus quand on voit quelqu'un qui rayonne. Mais du coup, tu faisais le lien avec cette connaissance. Elle nous donne un rayonnement autour de nous. Quand on se sent bien avec soi, quand on se connaît, quand on apprend à s'aimer, il y a quelque chose quand même qui émane de nous, d'un rayonnement. Voilà, et puis aussi, on parle énormément aujourd'hui du SPM, le syndrome prémenstruel. Ouais. En présentant presque ça comme un mal nécessaire. Une femme doit souffrir avant et pendant ses règles. Moi, ce que j'essaye d'expliquer très fort, c'est que non, ce n'est pas normal. Qu'il y ait des fluctuations, un petit peu d'humeur, qu'il y ait des petites douleurs au moment où l'utérus commence à se contracter pour évacuer son endomètre. Tout ça, c'est normal. Mais par contre, cette connaissance de soi, elle permet de placer le curseur et de se dire, en fait, là, ce que je ressens, c'est pas normal. Quand j'observe mon cycle et que je vois que toutes les deuxièmes parties du cycle, j'ai les seins qui vont exploser, j'ai mal au ventre, je suis hyper irritable, voire je suis en dépression, parce que ça existe très fréquemment. Hein. Et ben là, on peut se dire, en fait, il y a un problème, il faut que je le répare, parce que ça, c'est souvent lié à un déséquilibre hormonal. Et tu vois, ce côté un peu d'être capable de, à la fois, avoir conscience de son cycle et l'utiliser comme un outil, mais aussi avoir conscience des déséquilibres de son cycle et des moments où il faut ajuster. Et c'est pas un mal nécessaire. Et tellement de femmes subissent leur cycle, subissent de l'acné, subissent des chutes de cheveux, subissent une libido complètement absente. Toutes ces choses, en fait, qui sont de l'ordre du déséquilibre du cycle, qui sont liées aux hormones. On ne fait pas toutes les connexions qu'on devrait avec nos hormones. Tout est très lié aussi à ces hormones-là. Enfin, pas tout, mais énormément de choses. Et du coup, après, voilà, tu te dis, en fait, là, j'ai identifié. Moi, j'apprends beaucoup aux femmes à faire ça. Je leur fais des tableaux avec plein de symptômes. Je leur dis, tu mets des croix sur tout ce que tu as à tel moment, etc. Et puis après, on connecte ensemble et on se dit, ouais, là, clairement, tout va dans le sens d'un excès d'œstrogène. Grand mal du 21e siècle. On est toutes surblindées d'œstrogène, parce qu'on s'en prend de tous les côtés dans l'alimentation, dans les cosmétiques, etc. Et voilà. Et donc après, tu as fait cet état des lieux-là, et du coup, tu es capable, avec un naturopathe, peu importe, de rebalancer le truc, d'essayer justement de limiter, de booster telle hormone, de faire baisser celle-là, et puis de retrouver un équilibre. Et là, du coup, en fait, par la connaissance de ton cycle, tu es capable de le soigner, ce putain de SPM, et de pas te dire, en fait, je suis une femme, tu vois. Ouais. Je suis une femme, j'ai un SPM. Mais c'est en cela que cette connaissance est complètement révolutionnaire. Pourquoi elle est révolutionnaire ? C'est qu'elle va complètement changer notre façon de voir le corps féminin qui, depuis des siècles, est vu comme un corps intrinsèquement pathologique, quoi. C'est-à-dire qu'on le voit comme un corps malade, c'est normal d'avoir mal. Et je vais même te confier ça, ma fille a 13 ans, donc en plein dans l'âge de la puberté, et elle me dit ce qui se raconte encore au collège, c'est que tu vas voir, les règles, c'est super douloureux, ça fait hyper mal, on n'est pas bien. Il y a vraiment encore tout un imaginaire collectif autour du cycle féminin qui est extrêmement négatif, qui se transmet de femme à femme. Et là, tu es en train de transmettre une autre nouvelle, de corriger ce message-là en disant non, c'est pas normal d'avoir mal, on peut le vivre autrement. Ouais. Et je pense qu'en faisant ce que tu fais et en transmettant ça, on change progressivement le regard qu'on porte aussi sur les femmes en général et sur nous-mêmes. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et tu vois, là aussi, il y a de la bienveillance. Moi, c'est un sujet que j'ai très, très envie de creuser. J'ai pas le temps de tout faire en ce moment, mais justement, l'adolescence, la puberté. Parce qu'en fait, il y a plein de trucs qui vont pas par rapport à l'entrée d'une fille dans la vie d'une femme, on va dire. Il y a déjà, justement, cette méconnaissance qui fait qu'on est vite submergé. Il y a la pilule qu'on prend trop tôt pour des mauvaises raisons et qui, en fait, moi, j'explique souvent, tu vois, que le cycle d'une femme, c'est une cloche. Ça monte progressivement, ça se stabilise après pendant des années, toute la vie fertile, et puis ça redescend progressivement à la ménopause. Je trouve qu'on a assez bien intégré la chute progressive au moment de la ménopause, le concept de périménopause, qu'en fait, ça prend des années où elle a ses bouffées de chaleur, machin. Ça, on visualise qu'en fait, ça décroît progressivement. Mais par contre, la montée progressive, on la visualise pas du tout.
Et on part du principe qu'une fille qui a ses troisième règles douloureuses ou anarchiques, c'est fini, vous allez prendre la pilule. Alors qu'en fait, il faut lui laisser le temps à la nana de caler ses cycles, etc. Et on se retrouve avec des femmes qui, au moment où elles ont envie d'un bébé, arrêtent la pilule, découvrent leur cycle, en fait, qu'elles avaient éteint depuis des années, et puis soit découvrent un déséquilibre qui était là, mais qu'on a caché. Donc, d'un coup, quand tu as envie très, très fort d'un enfant et qu'on dit, non, madame, en fait, vous avez de l'endométriose, vous avez un syndrome des ovaires polykystiques, peu importe, c'est un peu compliqué. Et puis surtout, en fait, n'ont jamais laissé à leur corps le temps de se stabiliser. Et tu vois, la formation que je fais en ce moment là, en restauration de la fertilité, donc c'est à la fac de médecine, c'est que des médecins. Et le professeur en gynécologie qui a monté cette formation, il nous expliquait qu'en fait, les règles douloureuses d'une jeune fille, c'est nécessaire parce que c'est cet excès d'œstrogène que tu as à un moment donné, c'est lui qui est important pour la différenciation de ton corps de femme, la mise en place de ton cycle, etc. Donc, ça peut être pris un petit peu comme quelque chose de masochiste de dire une jeune fille doit souffrir de son cycle. Mais en fait, physiologiquement, c'est important en fait parce qu'il se passe un truc. Et oui, son cycle, à ce moment, il est déséquilibré. Il y a beaucoup trop d'œstrogène, elle ovule pas bien parce que l'ovulation ne se fait pas encore bien. Du coup, elle a un déséquilibre. Mais en fait, c'est important. Mais après, on peut distinguer la sensation désagréable perçue de la façon dont on va la vivre. C'est là aussi, c'est comment est-ce qu'on accompagne ces sensations, comment est-ce qu'on les juge pas, comment est-ce qu'on peut apprendre à bien respirer, il y a des choses à manger, Bien sûr. Il y a plein de choses à faire, même d'un point de vue très naturel, pour accompagner, pour apaiser le cycle. Et c'est vrai que si on se dit que c'est pas normal d'avoir mal dans le sens, il faut pas se dire c'est comme ça, c'est ma condition de femme. Parce qu'il faut dire quand même une chose, c'est que nous, les femmes, on va découvrir les changements de notre corps souvent, justement, dans cet imaginaire collectif, dans la douleur. Les premières règles font mal, les premières pénétrations sexuelles font mal, l'accouchement fait mal. On a vraiment associé le cycle féminin à la douleur. Ouais. Et c'est pour ça que tu as commencé en parlant de la glaire cervicale. Ce qui me semble fondamental dans ce que tu partages, c'est que la glaire cervicale, elle va donner aussi une autre vision au cycle. C'est qu'il n'y a pas que la douleur, il n'y a pas que les règles et saignements, il y a aussi quelque chose de merveilleux qui se passe. Bien sûr. Et dont on ne parle pas. Et c'est vrai que si on contrebalance en disant qu'il y a aussi cette chose-là, ça donne une vision différente quand même du corps et de ce qui se passe. Bien sûr, si tu fais un sondage dans la rue, là, tu descends, tu demandes à 100 personnes c'est quoi le cycle menstruel, tu en as au moins 90 qui vont te dire c'est les règles. Aujourd'hui, dans l'inconscient collectif, cycle égale règle. Alors qu'en fait, les règles, on s'en fiche. C'est l'aboutissement d'un cycle sans fécondation. Le highlight d'un cycle, c'est l'ovulation. C'est ça, en fait. Notre corps, ce qu'il fait tous les mois, c'est qu'il cherche à ovuler. Et puis, quand il a ovulé, mais qu'il n'a pas été fécondé, il élimine, c'est les règles. Mais c'est un non-sujet, les règles. Toute cette dynamique hormonale, toutes ces fluctuations qui se passent, c'est juste pour nous faire ovuler. Et il faut arriver à décaler justement sa vision et se dire, en fait, le cycle menstruel, c'est cette ovulation. C'est ça qui est important. Et cette ovulation, elle parle. Elle envoie des signaux, notamment la fameuse glaire cervicale, qui est en fait produite juste avant l'ovulation. Et quand on sait l'observer, on peut se dire, tiens, là, je vais ovuler. Tiens, là, je suis en train d'ovuler. Tiens, là, j'ai ovulé. Et en fait, refaire de ce moment-là le moment phare du cycle. Et puis les règles, OK. Et dans ce cas-là, même les règles, elles sont rassurantes. Parce que quand tu les vois arriver en ayant validé ton ovulation avant, tu dis, tiens, mon cycle s'est bien passé. Tout s'est bien goupillé. Ma phase post-ovulatoire fait la bonne durée pour que mon cycle soit bien équilibré. Et tu les vois comme un aboutissement rassurant. Pas comme une malédiction, une condamnation des femmes qui devraient souffrir. Un mal nécessaire. Tu partages plein de choses essentielles. On parlerait pendant des heures. Est-ce qu'il y aurait une chose sur laquelle tu pourrais revenir, que tu as découverte ces dernières années et tu t'es dit, j'aurais tellement voulu le savoir plus tôt. Et maintenant, tu voudrais le transmettre à toutes celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Ouais, j'ai peur de me répéter, mais je pense que c'est vraiment ça. C'est en fait de comprendre que dans le cycle d'une femme, il n'y a rien de honteux, il n'y a rien de sale. Moi, combien de fois, et je suis sûre que je ne suis pas la seule, j'ai roulé ma culotte en boule quand je passais la nuit avec un mec, parce que je dis, oh là, il va voir que il y a des trucs dedans. Et voilà, et d'arriver à reprendre confiance et en se disant, non, en fait, c'est une super bonne nouvelle. C'est que mon corps ovule, c'est que mon corps est fertile, c'est que mon corps est capable de porter la vie. Alors, peut-être pas aujourd'hui, mais par contre, il sait le faire. Et d'arriver à vriller un petit peu son point de vue et à arrêter de voir tous ces trucs comme « oh là là » et de se dire « merde, en fait, on a une force, les femmes, qu'ont pas les hommes. Un homme, c'est linéaire, c'est chiant, en fait. Tu vois, un homme, c'est toujours pareil, à part justement avec le petit pic de testostérone le matin. Mais sinon, ils sont toujours pareils.
Alors qu'une femme, c'est hyper fort, en fait. C'est ces fluctuations qu'on vit, c'est cette vie qu'on crée tous les mois. Tu vois, on crée un ovule tous les mois. Enfin, on crée, il est déjà là, mais on le fait maturer. Et d'arriver vraiment à se dire, en fait, c'est beau, c'est fort. Et c'est pas, Ève, elle a merdé, tu vois, à un moment donné, et on se retrouve avec des règles, alors que Adam, lui, il a bien géré et il n'en a pas. C'est pas ça. C'est waouh, moi, je suis une femme. Tous les mois, je crée quelque chose et c'est magique. Si tu dis c'est magique, on sent tout l'émerveillement. Oui. Ça suscite un mouvement d'émerveillement, d'apprendre à se connaître, à découvrir. Oui. Et cet émerveillement permet aussi de se respecter soi, respecter son propre corps et de se faire respecter par l'autre. Je pense que tu l'as dit tout à l'heure, je le souligne, c'est comment est-ce que dans la relation à l'autre, le fait de me respecter va inviter la personne avec qui je partage ma vie à respecter aussi mon corps dans toute son intégrité, dans toute sa richesse, sans jugement, sans condamnation. Ouais. Tu as parlé aussi d'enlever cette honte qu'on peut avoir aussi par rapport au cycle. Ouais. Et ça change la vie. Oui, je suis d'accord. Merci Lorraine, en tout cas, pour ce partage. Bravo encore pour ce que tu fais. On va te suivre sur ton compte Insta en particulier. Ouais, sur ton site aussi. Je communique le plus sur mon site aussi, mais au quotidien, c'est surtout sur Instagram. Ouais. Comment s'appelle le livre ? Le livre, il s'appelle Manuel pour une fertilité émancipée. Bon, c'est très clair. Voilà. Donc, on va continuer à se former sur ces sujets. Ouais. Ce qui est aussi très enthousiasmant, c'est qu'on vit à une époque formidable où nous avons plein de nouvelles connaissances sur la fertilité. En réalité, c'est assez avant-gardiste tout ce que tu proposes parce qu'on n'est pas du tout en train de revenir à des conseils de grand-mère. On a des nouvelles connaissances scientifiques qui s'améliorent de jour en jour. Donc, c'est très intéressant de continuer à se former, de voir qu'il y a plein de choses qui existent pour apprendre à se connaître. Et c'est ce que tu nous proposes. Donc, on va se mettre à ton école. Ouais. Merci Lorraine, merci en tout cas. Et bravo pour ce que tu fais. Merci beaucoup. Si vous désirez l'amour durable, retrouvez toutes les propositions de SEM sur notre site internet sem.co et sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook. Si vous êtes un professionnel du love care, rejoignez la communauté SEM. Et pour semer avec nous cette vision de l'amour, mettez un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir ce podcast. Venez signer notre manifesto et surtout, parlez de SEM autour de vous. Parlez-en à vos amis, à vos familles, à vos collègues qui ont tant besoin d'être outillés et accompagnés pour vivre leur désir le plus profond, aimer et être aimé durablement. Ensemble, nous réussirons à opérer la révolution de l'amour.